vous excuser du retard que nous mettons à vous accueillir aujourd'hui et à accueillir notre confrère, M. Meyer. Mais nous sortons d'une réunion technique sur un autre sujet. L'Académie est une activité très très dense. Comment souhaitez-vous que nous organisions notre chorégraphie? Est-ce que vous voulez être assis ou debout? Très bien. Eh bien, écoutez, avec la permission de M. Perpel, est-ce que vous avez des annonces à faire? J'en aurais une seule. C'est peut-être, enfin, j'aurais deux choses à dire. Premièrement, évidemment, m'associer aux excuses qui vous ont été présentées par notre président, puisque nous accueillons ce même jour la Fondation Mamadou Dia de Dakar, et que nous sommes dans une négociation autour de la possibilité de la venue d'un fonds d'archives très important, qui est celui de Roland Collin, directeur de cabinet de Mamadou Dia. Il ne vous échappera pas que dans les temps actuels, c'est une question très importante pour l'avenir du Sénégal. On est en plein cœur des grands débats. Et la deuxième remarque, ce serait pour vous rappeler que nous avons ces temps-ci un certain nombre de manifestations auxquelles nous souhaitons que vous puissiez venir nombreux. Alors, nous allons avoir bien sûr cette belle conférence d'Éric Meyer sur la Chine de Xi Jinping, 37 ans après Tiananmen. Mais je vous rappelle que demain, nous avons une séance exceptionnelle d'hommage à Olivier Stirn, organisée par Frédéric Turpin, membre comme Éric Meyer de la deuxième section. Olivier Stirn ayant été pendant une dizaine d'années ministre en charge des Outre-mer à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Nous aurons ce vendredi, une conférence sur le canal de Suez, légende d'hier et géopolitique d'aujourd'hui, par Ahmed Youssef, qui est un éminent historien égyptien. Nous allons avoir le jeudi 11 juin une conférence intitulée « La Corrèze et le Zambèze, 10 ans après à la tête de l'Agence française de développement » par Rémi Rioux, qui a été directeur général pendant plusieurs années et qui est maintenant ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Nous aurons le vendredi 12 juin la séance Les Proches et Moyen-Orient, l'Islam et l'Afrique, séance organisée par Marc Ecardi de Saint-Paul, 5e section, et l'installation de Patrick Forestier par le général Dominique Delors. Le jeudi 18 juin, nous aurons une conférence des Jeudis de la Pérouse dans le cadre du cycle Les Outre-mer français, les défis sanitaires des Outre-mer français, séance coordonnée par Jeanne-Marie Amatrose. Le vendredi 19 juin, il y aura l'après-midi une présentation de la synthèse du groupe de travail Les Outre-mer français autour de la question des vulnérabilités et des opportunités qu'offrent ces Outre-mer. Le vendredi 26 juin, ce sera le premier tour de nos élections pour les nouveaux membres de l'Académie. Il faut évidemment venir nombreux si vous êtes concernés en tant qu'électeurs. Vendredi 26 juin, vers le sommet de Phnom Penh, quelle perspective pour la francophonie? Séance coordonnée par Christine Dessouche, 3e section. Et nous terminerons ce trimestre le vendredi 3 juillet par éventuellement l'élection des nouveaux membres s'il y a un deuxième tour, et la séance sur la question de la faim dans le monde, séance coordonnée par Louis Dominici de la 3e section. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Perpétuel. Chers confrères, sans davantage attendre, je vous passe la parole pour la communication que vous allez faire sur la Chine depuis 35 ans après Tiananmen,
Et vous avez une jolie phrase, où va la Chine? Merci, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, si enthousiastes. Je souhaite avant tout dire que je suis membre correspondant de cette maison depuis 2017 et que je suis également candidat pour devenir membre à part entière. Je le fais non pas pour mon intérêt personnel ni pour une gloire quelconque, mais simplement pour pouvoir plus facilement parler avec des autorités chinoises dans le but de créer un lien permanent entre cette maison et une académie chinoise, probablement l'Académie des sciences sociales. Nous avons déjà, avec le secrétaire perpétuel de l'époque, M. Pierre Génie, à Pékin même, fait une première marche, première approche dans ce sens. Ça n'a pas marché pour des raisons essentiellement politiques, mais je pense que le moment est mûr maintenant où l'antagonisme avec les États-Unis commence à se préciser très fort et les besoins de la Chine en lien avec la France deviennent plus forts et c'est le moment pour nous, académiciens, de nous profiler. Voilà, cette petite parenthèse étant faite, je vais vous, vous parler donc essayer de faire le point de cette question de qu'est-ce que la Chine et où va-t-elle 37 ans après le massacre de la place Tiananmen et le printemps de Pékin. Alors, je vais d'abord donner une réponse très simple à la première question, c'est qu'est-ce que la Chine sait de ce qui s'est passé à cette époque-là. Je vous rappelle que le massacre de la place Tiananmen s'est soldé par, d'après les estimations britanniques, par la mort de 10 000 adolescents ou jeunes en une nuit, tués par rafale de balles et de mitraillettes sur la place Tiananmen et dans les environs. Qu'est-ce que les gens en savent? Eh bien, la réponse est rien du tout. Il y a un phénomène extraordinaire de silence et d'amnésie et de discipline nationale sur cet événement où la Chine, c'était la Chine de la base, s'était opposée pacifiquement à une partie du pouvoir avec l'aide d'une autre partie du pouvoir qui était donc irrédente ou conflictuelle, et ça s'est terminé par la troupe. Eh bien, le gouvernement a organisé que plus aucune nouvelle ne passe, aucune communication, que l'événement n'existe pas. Et les parents, ces jeunes qui avaient 18-20 ans, ensuite ils se sont mariés, ensuite ils ont fait carrière, ils ont fait leur vie, eh bien, ils n'ont rien dit du tout à leurs enfants. Donc c'est un événement qui n'a jamais eu lieu en quelque sorte, sauf pour les 10 000 jeunes qui croupissent sous terre. Portrait de ce pays, un pays immense, grand comme les États-Unis, et qui regroupe sur son sol 20% de l'humanité, un pays extrêmement contrasté en des paysages les plus différents que vous puissiez imaginer. La Sibérie, la taïga, donc, mais également dans l'île de Hainan, les cocotiers, les plages, la Chine il y a une vaste plaine, il y a des milliers des dizaines, centaines de milliers de kilomètres de montagnes. Ça monte de plus en plus haut, ça arrive jusqu'à l'Himalaya, aux montagnes les plus hautes du monde. Le contraste se répercute aussi en industrie, où on va voir une Chine la plus avancée au monde technologiquement, industriellement. Une membre, madame au deuxième rang, me fait remarquer que la Chine en océanologie est capable à présent de créer une station de recherche à moins 4000 mètres de profondeur, habitée par des humains, et elle compte en faire partager tous les pays du monde qui pourraient souhaiter vivre cette aventure. Ça fait partie des choses extraordinaires que la Chine compte, mais il y a en même temps en Chine un retard technologique phénoménal dans beaucoup de domaines et beaucoup de lieux. Donc un contraste noir-blanc au plan industriel aussi. C'est un pays avec une très forte
discipline historique, une discipline qui a été codifiée à partir de moins 500 ans avant Jésus-Christ par Confucius. Mais j'ai le souvenir à un moment en 2003, avec des amis, nous voulions sortir de Pékin au moment du SRAS pour prendre un petit peu l'air et sortir de cette zone de contamination qui était Pékin. Et la grande route du nord de la Chine vers Harbin, c'est l'équivalent de l'autoroute du Nord en France, avait été coupée par des paysans à 3 mètres de profondeur en une nuit. Et ces mêmes paysans avaient organisé des milices pour empêcher quiconque de passer. Donc la ville de Pékin se retrouvait pendant quelques heures coupée du monde jusqu'à ce que l'armée intervienne. Et dans tous ces villages autour de Pékin, les jeunes qui retournaient au village étaient immédiatement consignés dans une chambre et on leur donnait la soupe le matin, le midi et le soir. Et cette action qui était éminemment prophylactique et de simple bon sens, mais c'est pas le gouvernement qui leur avait dit de le faire, c'est plutôt Confucius. En tout cas, ils avaient la discipline de le faire, ils avaient décidé de le faire par eux-mêmes et spontanément, comme ça, vous voyez. Donc, vous avez en Chine, enfin, un élément qui me paraît essentiel et que peu de gens savent, mais c'est un pays extrêmement clanique, où la famille compte énormément, toujours à cause de Confucius, mais également le clan, l'idée d'un chef de clan par endroit en Chine, comme par exemple dans la province du Jiangsu ou dans la province du Zhejiang, eh ben, le clan compte plus fort que le parti communiste. Là encore, avec ma femme, on s'est trouvé un jour dans la province de l'Anhui. Un jour, on voulait aller dans un village qu'on appelle les Laofangs, les maisons antiques. Et le village était entièrement dirigé par des vieillards qui décidaient qui rentrait et qui ne rentrait pas. Et le Parti communiste n'avait rien à voir avec tout cela. Et il nous avait expliqué à ce moment-là que pendant toute la révolution culturelle qui a été si néfaste pour la culture chinoise, pendant 10 ans, le pays s'est coupé du monde et a démoli ses statues, a brûlé ses monastères, a fondu l'or des statues de Bouddha, etc. Eh bien, ce village où nous nous rendions, pour s'y rendre, il fallait monter dans une montagne, des routes en lacets comme ça. Eh bien, la route en lacet à un lacet avait été coupée. Au milieu du lacet, on avait mis des rochers, on avait planté des arbres dans la nuit, et il y avait une espèce de complicité locale qui avait fait que ce village a vécu un circuit fermé absolu pendant 10 ans. Vous voyez, c'est un exemple comme parmi d'autres de culture clanée. Voilà. Alors, je passe à la slide suivante pour vous parler des usines dans le noir. Vous avez en Chine depuis peu des usines qui ne sont pas chauffées du tout. Elles ne sont pas climatisées du tout. Elles ne sont pas éclairées du tout non plus. Et tout cela pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne dedans. Et pourtant, de telles usines produisent une voiture sortant de chaîne toutes les 72 secondes. Vous voyez ? Eh bien, vous avez, par exemple, l'usine en question est capable de sortir 400 000 voitures par an. Et la Chine elle-même, cette année, produit, l'année dernière, en 2025, a produit 35 millions de voitures. C'est bouleversant, c'est incroyable, mais en même temps, c'est dangereux, y compris pour eux. Le président de BYD, Build Your Dream, qui est la première usine, le premier groupe chinois d'automobiles électriques, affirme que la Chine se porterait très bien avec moins de 20 constructeurs pour ce pays d'1,4 milliard d'habitants. Mais pour le moment, ils en ont 130. Vous voyez, il y a un gros chemin à faire et chaque province va protéger ses ouailles, subventionner comme elle pourra, pour faire en sorte que qu'il n'y ait pas une concentration du marché et un regroupement industriel. Donc c'est un peu compliqué. Tout cela vient de très très loin, c'est pas arrivé par hasard. Vous avez eu 40 ans de travail de préparatif, de préparation, d'efforts politiques pour rattraper le retard industriel de la Chine et dans les filières qui ont été choisies.
c'est-à-dire une dizaine d'entre elles. Ça a été un succès magnifique. Il a été concentré dans un plan qui s'appelle le plan Made in China 2025, qui a commencé en 2015, et en 10 ans, la Chine se proposait de rattraper technologiquement dans 10 filières essentielles son retard sur le reste du monde, et le faire par tous les moyens possibles, que ce soit par l'espionnage et le vol de documents, de plans, le rachat en tout bien tout honneur de brevets et la recherche interne. Il faut dire que la Chine aujourd'hui a 7 millions d'ingénieurs diplômés tous les ans. Donc ça permet de faire de la recherche. Vous voyez, nous avons... je me souviens qu'à l'époque, à la fin des années 2000, au début des années entre 2000 et 2010, vous avez 2 ministres extraordinaires qui venaient de nulle part. Ils ont été repérés comme étudiants. Il y en avait un, Wang Gang, qui a étudié ici même à Paris pendant 7 ans à l'Hôtel Dieu. Ce garçon, après avoir fait d'abord il avait étudié en Chine, ensuite il est parti en France, il a fait son doctorat. Retourné en Chine, il a été nommé pendant 2-3 ans le président d'un parti politique mini et qui n'était pas communiste. Vous avez 5 et 2 mini-partis en Chine qui sont maintenus au chaud comme simulacre de diversité politique à travers le pays. Mais quand on nomme un jeune homme à la tête d'un de ces partis, en l'occurrence le parti Zhigong, c'est-à-dire des intellectuels et des ouvriers, eh bien, c'est pas par hasard. Un peu plus tard, Wang Gang, parfait francophone et francophile, est devenu ministre de la Santé et a bouleversé la pratique de la médecine en Chine en créant un médicament, en créant une liste de 2000 et maintenant peut-être 3000 médicaments à prix maxima, et en imposant aux pharmacies internes des hôpitaux d'utiliser en priorité ces médicaments pas chers pour créer une médecine du peuple. Vous voyez. En face, donc l'homme dont je vous parlais, c'était pas Wang Gang, c'était Chen Zhu, qu'on voit ici, vous voyez, Chen Zhu. Et Wang Gang, c'est le ministre des Nouvelles Technologies. Mais avant d'être ministre des Nouvelles Technologies, il a étudié l'électricité automobile dans une université chinoise. Ensuite, il s'est rendu dans une petite université en Allemagne, au nord de la Bavière. De là, à l'âge de 27 ans, je crois, il est devenu le patron, à 27 ans, je répète, de la filière électrique automobile chez Audi. Mais au même moment, Volkswagen voulait l'avoir aussi, et toutes les industries chinoises voulaient avoir ce garçon qui était surdoué, qui savait tout et qui était d'une intelligence hors du commun. Et par la suite, c'est ce monsieur Wang Gang, lui aussi est devenu président d'un autre mini-parti politique. Lui aussi est devenu donc ministre des nouvelles technologies. Et c'est lui qui a créé le plan qui fait trembler aujourd'hui toutes les industries automobiles du monde par la qualité et l'avance prise dans cette filière par la Chine. Voilà. Oui, donc je voulais citer parmi les atouts exploités à fond, les 7 millions d'ingénieurs par an, le marché intérieur qui permet d'avoir des économies d'échelle formidables, parce que la moindre des provinces chinoises a la taille de la France, donc vous pouvez créer un marché 30 fois plus grand que celui de la France en Chine, et immédiatement. Donc la recherche, vous la faites une fois, mais vous multipliez par 30 vos capacités de production pour un marché beaucoup plus vaste. Et comme les gens sont très peu payés, mais par contre qu'un certain nombre de produits sont exportés à prix européen, la différence entre les deux permet à la Chine de subventionner ses industries, de subventionner ses consommateurs dans les technologies nouvelles, et enfin de subventionner la recherche et développement, ce dans lequel elle excelle. Voilà. Alors, j'allais dire, le high-tech, c'est magnifique, mais ne tremblons tout de même pas trop, parce que ce high-tech, c'est l'arbre qui cache la forêt.
au maximum ces industries qui sont si en avance sur les nôtres, elles représentent entre 10 et 20% de l'industrie globale chinoise. Voyez. Par ailleurs, le reste de cette industrie a pris de mauvaises habitudes. Elle gaspille l'énergie. Une usine chinoise moyenne consomme 10 fois plus d'énergie pour la même production qu'une usine française. Vous avez aussi une protection provinciale qui fait que chaque province est un peu structurée, un peu comme, on allait dire, comme une poupée russe, vous voyez. Chaque province se prend ou se considère comme un État indépendant. Elle a donc besoin d'une industrie de la chimie, d'une industrie de la métallurgie, des métaux transformés, de l'électronique, de tout. Et ça fait 30 mini-industries au lieu d'une grande nationale. Ça ralentit énormément la croissance. Le résultat, c'est des milliers de villes fantômes et de groupes qui sont morts-nés. Je cite l'exemple d'une aciérie de Lingang dans le Dongpai, c'est la région du nord-est frontalière de la Corée, où vous avez 4 hauts fourneaux, par exemple, c'est une aciérie, mais il y en a 3 qui ne marchent plus. Le 4e est supposé être, le reconstruit, on en crée un nouveau qui sera totalement écologique et qui sera beaucoup moins polluant que les autres, etc. Mais ça fait 4 ans qu'on retarde sa mise sur le marché. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas besoin de cet acier du tout. La Chine produit aujourd'hui, donc, vous voyez, 1 milliard de tonnes, je parle de l'an 2020, 1 milliard de tonnes d'acier par an. Ça fait 800 kilos d'acier par habitant en moyenne, donc 800 kilos. Or, la Chine a déjà achevé la construction de ses infrastructures. Elle n'a plus besoin de davantage d'autoroutes, elle n'a plus besoin de davantage de ports, ni d'aéroports, ni de quoi que ce soit, ni de frigo, etc. Et même à la limite, elle pourrait refondre tout son vieil acier dont elle ne se sert plus chaque année pour faire face à ses besoins. Malgré tout, ils produisent quand même 1 milliard de tonnes par an qui servent à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On maintient ces ouvriers dans leur poste, sans avenir, à vieillir, avec un salaire de misère. On ne recrute plus personne, bien entendu, et c'est une véritable catastrophe, mais dont on ne parle pas. J'ai exactement le même sujet à vous proposer dans l'immobilier, avec le cas de ce groupe Evergrande qui s'est retrouvé premier groupe mondial d'immeubles, des tours d'immeubles. Mettez dans une tour à l'intérieur d'une résidence 15 tours de 20 étages. Vous pouvez faire une mini-ville pour chacun avec un mini-supermarché, etc. Le résultat de Evergrande, c'est que vous avez, au moment où ils ont fait faillite, 6 millions d'appartements pas terminés, 500 milliards de dollars de dettes, et ce sont des dettes qui sont impossibles à résorber. L'État ne pourrait pas le faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, tous les ans, chaque fois qu'un emprunt arrive à expiration, on paye les charges de la dette. Ça a été emprunté à 5%, mais on va payer les 5%. Voyez. Et là aussi, on ne déclare pas le groupe en faillite. C'est impossible parce que c'est contre les intérêts idéologiques du Parti communiste chinois de déclarer que le premier groupe du monde a fait faillite. C'est impossible pour telle province, par exemple, les provinces disent à Pékin, si vous voulez fermer, ben, faites-le, mais commencez par recycler tous mes employés, leur donner d'autres emplois. Et l'État, dans ce cas-là, dit, ah ben, tout compte fait, je vais plutôt payer la charge de la dette qu'autre chose, c'est moins cher. Donc vous avez une économie qui part vers le bas. Le nombre d'appartements inoccupés de plus de 2 ans en 2025 était évalué à 90 millions d'unités. Imaginez combien vous mettez d'habitants dans 90 millions. Ben vous en mettez 300 millions. Vous voyez, un quart de la Chine, par exemple. C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que veut la Chine? Premièrement, expansionnisme. L'expansion, évidemment, sur Taïwan, qu'il s'agit de reprendre.
mais pas seulement. L'expansion doit être commerciale. En France, et vous avez vu à travers toute l'Europe et le monde entier, ce groupe Temu. Si vous allumez votre interprète, vous surfez un petit peu sur la toile, vous allez trouver immédiatement le groupe Temu qui vous propose des produits à des prix ridiculement bas, incroyablement mauvais, de mauvaise qualité, mais très très bon marché. Il y a d'autres groupes comme celui-ci, Alibaba par exemple, qui était le premier historiquement. Vous avez un autre, Shein, qui est très célèbre maintenant, une célébrité spontanée, immédiate, en mode, mais en mode à bas prix. Le seul groupe Temu, l'année dernière, à travers l'Union européenne, a réalisé un chiffre d'affaires de 53 milliards d'euros. Il s'agit d'un des trois grands, et il y en a d'autres. Voyez. Alors, au plan militaire, la Chine réclame aussi une suprématie. Elle veut dépasser, rattraper les États-Unis. Elle en est loin. Mais elle possède quand même 1500 bateaux de guerre. Elle en met à l'eau chaque année 100. Ça veut dire tous les 3 ans, une flotte française. Tous les 3 ans. Elle veut aussi la suprématie au plan technologique. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de remplacer les normes européennes, les normes américaines par des normes chinoises. Ces normes s'appliquent à tous les sujets, mais avec une prédilection pour la mobilité future. Ça veut dire l'Internet, ça veut dire les bateaux, ça veut dire les avions, ça veut dire les trains, ça veut dire les voitures. Dans tout ça, la Chine va être numéro 1. Et surtout, dicter dans tout produit futur quelles seront les normes du produit qui viennent de Chine. Voyez, ce qui lui permettrait, entre autres, de faire table rase sur tous les brevets des Européens ou des Américains ou des Japonais qui seront basés sur des normes différentes. La Chine revendique aussi la suprématie financière avec une arme qui est la dette. Un jour, nous avons, ma femme et moi, une amie à Bordeaux qui travaillait pour la sécurité sociale, et cette amie, pour s'amuser, nous disait: mon vrai patron, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que mon salaire vient de Chine. Parce que la Chine prête des milliards d'euros à la France, à l'Amérique, à l'Allemagne, à tous les pays du monde, pauvres ou riches. Ça lui donne un certain nombre d'avantages. Le tout premier, c'est de clouer le bec de tous les pays qui vont lui parler de droits de l'homme. On ne va pas disputer ceux à qui on prête, ceux qui vous donnent de l'argent, quoi. Voyez. Donc c'est un petit avantage parmi d'autres. Mais en gros, je crois que la Chine est persuadée, et peut-être à bon droit, détenir une recette magique pour contrôler le monde de demain. Cette recette, c'est d'une part la dette, en prêtant suffisamment à tous les pays pour qu'on lui soit redevable et pour qu'on soit obligé de lui ouvrir notre marché et pour qu'on ne se défende pas trop, que ce soit politiquement, économiquement ou dans les normes, ce que vous voulez. Et d'autre part, l'autre outil, c'est le crédit social, c'est-à-dire le contrôle de chaque individu et l'évaluation par l'intelligence artificielle de ce qu'est tout être humain. Chacun de nous dans cette salle, qui sommes-nous en collectant toutes les données sur Internet nous concernant, que nous avons nous-mêmes émis, mais pas seulement nous. Les impôts émettent aussi quelque chose sur Internet, sur notre richesse, la police sur les PV qu'on peut attraper, la banque sur les emprunts qu'on a pu faire. Tout ça, ça permet de faire des évaluations de la qualité morale de l'individu, et donc c'est un outil à disposition de tout État. La Chine d'abord, mais ensuite n'importe quel État sur Terre. C'est un outil utile, par exemple, pour prévenir ce qui s'est passé il y a 3 jours à Paris, à la suite de la victoire de Paris Saint-Germain. On commence à brûler 16 magasins, etc. Mais je lis que ce matin, on voit que Jordan Bardella a une cote de popularité depuis ce matin de 47%. Et ben, c'est dû à ce genre de débordements qui sont évitables à condition de savoir qui va brûler les maisons. Et ça peut être fait par le crédit social, vous voyez. Donc la Chine promet par sa double méthode du crédit social et de la dette
une stabilité sociale et une protection de l'environnement ainsi qu'une réduction des prétentions à consommer, parce que la Chine consomme beaucoup moins que d'autres par habitant, et on peut arriver à éduquer les gens à consommer moins, consommer plus raisonnablement selon nos besoins, etc. Comment le fera-t-on sinon par un contrôle des individus? Je ne parle pas de ma propre théorie, je parle de celle de la Chine, je vous l'expose telle qu'elle est. Alors, quels sont les points forts de la Chine? J'ai déjà évoqué la discipline. Je voudrais l'évoquer sous l'angle de la chaîne de commandement. Elle est extrêmement simple et très ancienne, mais en même temps sophistiquée. Pour toute province, vous avez un gouverneur et un secrétaire du parti. Vous avez un pouvoir militaire pour chaque province, vous avez un pouvoir politique pour chaque province, vous avez un pouvoir civil, administratif pour chaque province. Tout ça dans les mains d'un seul homme à la fin du jour, Xi Jinping, le président de la République, qui est également patron de l'armée et également premier secrétaire du parti. Et cette chaîne de commandement qui part en pyramide depuis le sommet jusqu'au niveau de la base se fait respecter. Il est tout à fait possible que les ordres donnés au sommet arrivent, qui étaient blancs arrivés au sommet, qu'une fois à la base ils soient noirs. On appelle ça avec le proverbe chinois Tian Gao Huang Di Yuan, c'est-à-dire le ciel est haut et l'empereur est loin. Mais à part ça, cet ordre donné du haut, il arrive jusqu'au point le plus reculé de la Chine. Et ça, c'est important, c'est l'essentiel. C'est un pays qui se fait obéir et respecter. Un autre très bon élément très utile à considérer, c'est la campagne d'éradication de la pauvreté qui a eu lieu, qui s'est terminée théoriquement en 2022. Mais la Chine, pendant tout ce temps-là, a créé ou réhabilité des appartements, des logements, 10 millions d'unités par an pour les pauvres. La Chine a également créé des emplois, a déplacé des villages entiers, déplacé des régions entières pour les mettre proches des points d'eau, proches des routes, et pour faire en sorte que chacun gagne un minimum. Eh ben, on dit que, enfin, on ne dit pas, la Chine présente ses résultats. 100 millions de Chinois ont été tirés de la misère, même si aujourd'hui, par les temps qui courent, la pauvreté revient. Depuis après le Covid. Et si c'est un combat de tous les instants, mais malgré tout, le volontarisme chinois a été payant et ça donne une population quand même de quelques centaines de millions de gens de la campagne, par exemple, ou des zones suburbaines qui sont des fidèles et loyaux supporters du Parti communiste chinois. Moi, je les évalue à peu près de 30%, peut-être, des gens qui vont se battre pour défendre leur régime. C'est un atout. La police est un atout évident. Il serait bon de savoir que le budget de police et de sécurité publique en Chine est supérieur à celui de l'armée, qui possède pourtant ces 1500 navires, qui crée ces 100 nouveaux navires par an, qui est aussi forte d'ailleurs en chasseurs-bombardiers, qui est aussi forte en sous-marins, qui est aussi forte en chars d'assaut, etc. Et ben, en police, ils sont encore mieux dotés que l'armée. Voyez, et pas pour rien. La police, son boulot principal, c'est de maintenir dans son état de libération la population chinoise. Je veux dire par là que l'armée chinoise s'appelle l'armée populaire de libération, mais il s'agit en fait d'un outil de contrôle sur le peuple. Puissance exportatrice, évidemment, la Chine est devenue un pays irremplaçable. Il faut aussi nous mettre dans la peau de nous-mêmes et de nos gouvernements. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, la Chine nous fournit des produits beaucoup moins chers que nous n'aurions pas pu produire par nous-mêmes. Des chaussures, des pantalons, des ordinateurs, des réfrigérateurs, tous ces produits qui sont beaucoup moins chers que si nous les avions produits chez nous. C'est pour ça que cette industrie s'est déplacée de l'Europe vers l'Extrême-Orient. C'est un outil qui permet peut-être aux Chinois de récupérer notre argent et de s'enrichir et de devenir de plus en plus puissante, mais avant tout, elle nous permet de maintenir notre niveau de vie. C'est donc un atout.
Enfin, je veux vous citer comme un atout absolu de la Chine la vivacité, la créativité, l'opportunisme du citoyen chinois qui va trouver par philosophie personnelle l'envie de créer du positif à partir du négatif, d'inventer, de travailler 16 heures par jour. Ici même à Paris, vous avez des brasseries qui vont vous faire des steaks au bleu ou des truites meunières à la mode française, mais ce sont des Chinois qui bossent, des magasins des fleuristes, etc. Et partout sur Terre, vous avez des Chinois qui vont remplacer nos gens en acceptant de travailler 15 heures par jour au lieu de 8 et de se contenter de pas grand-chose. C'est un peuple qui a un réel talent et qui est absolument capable aujourd'hui de prouver sa force au monde entier. Si on lui laisse la chance, parce que de plus en plus sous Xi Jinping, en fait, le peuple est bridé, les ailes sont rognées par une peur de Xi Jinping de voir l'envers du décor qui est une forme d'anarchisme et la corruption. Quelles sont les faiblesses de la Chine? Tous les vieux problèmes qui n'ont pas été réglés pendant des décennies par le Parti communiste chinois. On peut parler de problèmes de santé, on peut parler d'une mauvaise affectation de l'argent, on peut parler d'un favoritisme systématique en faveur de l'économie d'État et en défaveur de l'économie privée. Donc ça nous donne une jeunesse démotivée. Vous voyez ici un jeune allongé par terre et il porte dans sa main un panneau sur lequel il y a marqué « pumping », ce qui signifie s'allonger. Rester allongé. On habite typiquement chez papa-maman, on vit au crochet de papa-maman, on a fait des études pendant 3 ans, 5 ans, mais on vous offre comme boulot un travail de pompiste dans une station d'essence, vous dites plutôt attendre des temps meilleurs, vous êtes démotivé, vous n'avez plus envie, quoi. Vous voyez. Natalité en berne. Quand je suis arrivé en Chine, le nombre de bébés procréés chaque année était un chiffre plus ou moins secret, mais les chiffres étaient relativement bien connus notamment par les États-Unis, par des méthodes, par exemple par satellite. On voyait les emblavures. On disait pourquoi est-ce que la Chine fait du blé, du maïs ou du riz? Et on arrivait à calculer le nombre de bouches à nourrir. Les États-Unis connaissaient aussi, et nous aussi, les journalistes de la presse étrangère, quel était le nombre de vaccins périnataux créés par les laboratoires spécialisés en Chine pour que tout enfant venant de naître soit vacciné. Le chiffre était 25 millions. L'année dernière, est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait me dire combien il y a eu de bébés nés dans ce pays? Le chiffre est 7 millions. On est passé de 25 à 7. Donc, on a 75% de moins en 25 ans. C'est une catastrophe épouvantable. Je le dis, c'est effectivement très inquiétant. Mais c'est comme ça. Les mariages sont en berne aussi. On divorce de moins en moins. L'année dernière, 2 millions de mariages, c'est 50% de moins en 10 ans. La corruption, alors que Xi Jinping a fait de ses mandats, un cheval de bataille, ça lui fait 14 ans maintenant de pouvoir, et anticorruption. L'année dernière, 900 000 fonctionnaires ont été punis, rétrogradés, mis en prison, blâmés. Ils ont reçu une punition sérieuse dans leur carrière pour corruption. C'est la preuve que la corruption est devenue beaucoup moins visible qu'avant, mais elle est à peu près autant qu'avant. Elle n'a pas disparu du tout. C'est un échec. Donc, faillite des villes et des provinces, parce que par exemple, chaque ville, pour se financer, ne dispose pas de budget. Elle ne dispose pas de ressources propres. Les seules ressources dont elle puisse disposer, c'est en vendant du terrain. Et aussi en mettant en bourse des véhicules financiers pour récolter de l'argent en faisant valoir leurs industries locales.
Mais si les industries locales marchent moins bien, et si ces instruments financiers sont surévalués, eh ben, personne n'en veut plus, on essaie de les revendre, et là, c'est la faillite. C'est ça qui s'est produit maintenant. Ces villes, des grandes villes comme Pékin, 23 millions d'habitants, comme Shanghai, 21 millions d'habitants, comme Chongqing, 33 millions d'habitants, eh bien, ces villes ne peuvent plus compter sur leur véhicule financier pour se financer. Or, au même moment, les villes se retrouvent maintenant avec une population qui vieillit à toute vitesse. Il y a beaucoup plus de vieillards, de cheveux blancs maintenant qu'il y a 10 ans. Et il faut commencer à payer des retraites qu'on ne payait pas il y a 10 ans. Et c'est un véritable problème que les villes sauront de moins en moins comment régler et qui les rend de moins en moins indépendantes. Elles ne peuvent plus se diriger correctement. On peut dire la même chose de chacune des 30 provinces. Voyez. Autre problème, hostilité croissante de l'extérieur. Vous voyez comment ça se passe côté États-Unis. Les États-Unis ne portent pas la Chine sur leur cœur et ne supportent plus que la Chine utilise à fond le marché américain tout en gardant le sien à moitié ou aux 3/4 fermé pour certains produits comme les produits bancaires, financiers, les produits d'affaires, tout cela est fermé aux États-Unis en Chine. C'est exactement la même chose pour l'Europe. Les États-Unis sont le premier à se rebeller et à le faire très fort. Les Européens, beaucoup moins, pas assez, mais on pense la même chose. Et on est tout à fait conscient du danger. On voit ce que la Chine a fait sur la filière naissante des panneaux solaires. Aujourd'hui, le gros problème pour tout le monde, c'est l'intelligence artificielle. L'Europe n'a pas de division derrière elle, comme combien de divisions pour les États-Unis. Eux, ils ont ce qu'il faut. La Chine, elle est très forte, elle est menaçante, mais l'Europe, pas trop. Donc, il est à croire que ça ne va pas rester comme ça indéfiniment. Voyez. Enfin, absence de dialogue interne au parti. La Chine, normalement, traditionnellement, est dirigée par 25 personnes ou par un autre groupe qui n'en ferait plus que 7. Les 7, c'est le comité permanent, les 25, c'est le bureau politique. Mais en fait, il y a une seule personne qui décide de tout et rien ne se fait sans l'aval de cette personne, c'est le président Xi Jinping. Et c'est de moins en moins accepté et surtout, dès que quelque chose se passe de mal, il y a un responsable, c'est Xi Jinping. Il n'y a plus de responsabilité collective. Donc, c'est un gros défaut à la fois dans la collecte des données et pour sous-peser les dangers et pour se partager la responsabilité collective en cas de difficulté. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. C'est Xi Jinping qui décide de tout et ça ne se passe pas bien. Et c'est mal ressenti de plus en plus. Voilà. En fin de compte, je dirais que le résultat de tout cela, c'est un peuple qui est un peu amorphe, un peu déçu. Et en dépit de ses immenses succès apparents dans le domaine par exemple, l'intelligence artificielle ou l'automobile électrique, c'est un pays qui a dès maintenant de sérieuses difficultés et qui va les voir croître et embellir, si on peut dire. Voilà. J'ai presque terminé cette présentation le plus rapide que je peux. Juste, je voudrais faire avec vous, pour nous amuser, mettons en 5 minutes, un tour du monde de la Chine face à tous les grands pays ou les grands problèmes du monde, enfin les grandes régions du monde. Face à Taïwan, il n'y aura pas d'attaque, à mon avis, de la Chine. Elle n'a pas besoin de prendre Taïwan. Ce qu'elle peut faire, c'est l'étrangler. Il suffit de faire ce qu'elle fait de temps en temps, mettre 200 navires militaires autour de Taïwan, d'interdire quiconque d'aborder et de faire tourner dans les airs quelques centaines d'avions en permanence, des avions militaires, et au bout de 15 jours, surtout si l'Amérique est dirigée par un homme comme Donald Trump, ou si l'Amérique n'a plus le goût de risquer à aller défendre ce Taïwan, Taïwan peut être prise sans prendre
au bout de quelques semaines au plus, sans tirer un coup de fusil, quoi, vous voyez. Face à la guerre d'Iran, on peut supposer à l'avenir que la Chine va gagner un peu de confiance des pays arabes, même si il y a un gros problème avec le monde arabe, c'est le Xinjiang qui est très maltraité, un Xinjiang musulman qui est très maltraité par la Chine. Mais par contre, les États-Unis se sont tellement mal comportés face au monde arabe et le résultat est tellement défavorable à tout le monde dans la région que la Chine pourrait profiter de cette situation. Et notamment, c'est elle qui peut espérer empocher les contrats de reconstruction de l'Iran quand ce sera l'heure de le faire. Vous voyez. Le troisième point, face aux USA, bien, je pense qu'un conflit est inéluctable, mais pour le moment, il existe déjà sur base commerciale, rétorsion tarifaire, etc. Les deux pays ont des moyens différents, mais très efficaces pour se contrebalancer l'un l'autre. Par exemple, la Chine détient les terres rares, et sans les terres rares, les États-Unis ne pourront pas faire grand-chose. En tout cas, d'ici 4 ou 5 ans, on peut espérer recréer des filières de terres rares sur terre entière, peut-être même à partir du fond des océans, pourquoi pas. Mais bon, c'est clair qu'il y a moyen, mais pour le moment, la Chine a un avantage. Face à la Russie, très forte alliance, mais cette alliance, c'est ce que je dis dans la bande dessinée que j'ai écrite sur la vie de Xi Jinping, l'empereur du silence. C'est une alliance dans le genre « je t'aime, moi non plus ». La Chine et la Russie, depuis de temps immémoriaux, ont connu un racisme réciproque, surtout de la part de la Russie, qui s'estime plus forte, plus puissante, ou plus évoluée, ou en tout cas jusqu'à il y a 10 ans, elle s'estimait plus évoluée que les Chinois. Et maintenant, les Russes ont des bonnes raisons de s'inquiéter parce que, par exemple, en Sibérie, vous avez entre 500 000 et 1 million de Chinois qui cultivent la terre, qui la mettent en valeur, ce que les Russes, pour cause de population, ne peuvent même pas faire par eux-mêmes. Il y a une forte possibilité que la Chine devienne la maîtresse de cette Sibérie jusqu'à l'Oural, en quelque sorte, peut-être sans avoir le drapeau et sans avoir les droits nationaux, mais en ayant les droits d'investissement et en ayant la capacité de développement. Vous voyez. Donc la Russie se méfie très fort de la Chine et c'est réciproque. Face à nous, l'Europe, il faut supposer que la Russie, comme la Chine, seront tous les deux le catalyseur d'une intégration supplémentaire, supérieure de l'Europe. Nous, Européens, on ne peut pas continuer à exister en tant que nation séparée, solitaire, avec nos droits nationaux qui ne valent rien face à une puissance américaine, face à une puissance russe, face à une puissance chinoise et bientôt une puissance indienne. Il faut qu'on ait une puissance européenne en face. Ça veut dire, par exemple, mettre en commun notre armée, mettre en commun notre éducation, mettre en commun notre capacité financière, nos impôts, par exemple, qu'on paye les mêmes impôts un peu partout, en tout cas que tout cela soit géré d'une manière communautaire et non pas séparée. Et on y viendra, me semble-t-il, à partir du moment où on aura perdu par exemple 20, 30, 40% de notre produit national brut, où on commencera à souffrir très fort de cette situation qui est moyenâgeuse, et ce jour-là, on y reviendra, quoi, voyez. Une vraie question, c'est quelle relance possible pour la Chine. Celle-ci avait été prévue il y a 10 ans par le rival de Xi Jinping qui s'appelait Li Keqiang et qui disait on peut relancer l'économie en mettant l'imagination au pouvoir, en donnant beaucoup plus de pouvoir au secteur privé, en laissant le privé et le citoyen s'organiser par lui-même. Ça voulait dire redistribuer le crédit qui pour le moment est entièrement aux mains du parti et entièrement acheminé vers les entreprises d'État, et que ce crédit aille au meilleur, quel qu'il soit. Si c'est une entreprise d'État, tant mieux pour elle. Si c'est une entreprise privée, tant mieux pour elle. Mais pour le moment, suite à
religion idéologique de Xi Jinping, si on peut dire, on n'en est pas là, c'est pas comme ça que ça marche. La seule manière pour la Chine de relancer son économie, c'est de redistribuer les compétences, de redistribuer le crédit, etc. Voilà. Le vrai problème est aussi donc je dis le partage du pouvoir, soit entre le Parti communiste et la classe bourgeoise montante, soit à l'extérieur entre la Chine et les USA et les Européens, par exemple, pour que des Européens construisent ensemble des centrales nucléaires avec les Chinois, qu'on construise ensemble des avions avec les Chinois, ce que nous essayons de faire depuis 25 ans, mais on ne peut pas parce que toute technologie qu'on donnera aux Chinois, ils vont se l'accaparer et on perdra la maîtrise et c'est tout, quoi. Il y a un manque total de confiance. Sachez que l'investissement occidental, européen en Chine est égal à 3% des investissements européens dans le monde. C'est très très loin des 18 à 20% de la part de la Chine dans le produit mondial brut. Il y a un déficit d'au moins 15% que nous, Européens, nous détournons scientifiquement de la Chine parce qu'on n'a pas confiance. Et on n'a pas confiance, c'est aux Chinois de voir comment ils vont se régler par rapport à cela. Ça passe par un changement fort de politique intérieure et d'idéologique. Enfin, et je conclurai par ça, la Chine a un obstacle, qui est le pouvoir solitaire, la fin du pouvoir collectif qui a disparu il y a 5 ans, 10 ans. Aux toutes dernières nouvelles, il y a des rumeurs non confirmées qui m'arrivent à moi par des amis en Chine que je ne trouve aucune confirmation, mais ce n'est pas un vœu pieux. Nouvelles qui disent que le parti réfléchit très fort, que Xi Jinping a énormément d'ennemis un peu partout, parmi tous les gens qu'il a fait destituer, punir, limoger, embastiller, et que par exemple, Xi Jinping, l'année dernière, on m'expliquait qu'il n'aurait plus le pouvoir absolu de décider tout ce qu'il veut, mais qu'une forme de comité qu'on appelle l'instrument serait là pour censurer toute décision de Xi Jinping, c'est-à-dire la valider ou l'invalider. C'est une de ces informations non confirmées qui est entre mes mains. Et donc, voilà à quoi ressemble la Chine maintenant. Et Xi Jinping est seul, très seul, au sommet de l'appareil, et il paie pour avoir supprimé ce pouvoir collégial. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour vos questions, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, chers collègues, pour cet exposé extrêmement riche et extraordinairement d'actualité. Avant d'inviter la salle à poser des questions, je vous remercier pour m'avoir fait comprendre qu'il fallait prononcer Shein et non pas Shein pour cette marque qui envahit le bazar de l'hôtel de ville. C'est très intéressant. Dans la première diapositive que vous avez projetée, vous dites qu'il y a un retard technologique dans certaines parties. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, me dire dans quelle partie? Parce qu'il y a une très grande avance technologique dans beaucoup de domaines, et vous parlez par ailleurs de domaines qui sont en retard technologiquement. Oui. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, préciser ces retards? Ensuite, j'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur le désir des Chinois d'imposer des normes qui rendront obsolètes les normes. Ça, c'est vraiment très très important dans l'impérialisme commercial. Et puis, voilà, alors j'ai une petite expérience, je reviens de Chine, j'ai passé quelques semaines à Kunming dans le Yunnan, et j'ai eu pas du tout l'impression que la ville était en faillite, et j'étais au contraire impressionné par la prospérité extraordinaire à la fois de la ville, des commerces, des rues, des gens, et donc ça ne contrevient, c'est peut-être une partie de la Chine, et donc... Oui, non, vous avez entièrement raison sur ce dernier point. Je souhaite préciser que la Chine est un pays ultra moderne, est un pays où tout bouge dans tous les sens.
Un aspect de cette vivacité, c'est que les Chinois se font une énorme concurrence à eux-mêmes. Avant de nous faire la concurrence à nous, ils se la font entre eux. Les entreprises, même petites, surtout petites, disparaissent dans la nuit. Vous voyez, pendant quelques années en Chine, nous avons été avec mon équipe en charge d'un guide touristique du groupe Louis Vuitton. Et nous avions 600 adresses pour la ville de Pékin à maintenir en état. Et il fallait chaque année faire une réactualisation. Et dès cette époque, nous devions refaire 60 adresses tous les ans qui avaient disparu. Ça faisait 10%. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait se retrouver avec beaucoup plus que ça. Parce que si on ne peut pas payer son loyer, ben on ferme. Et le droit n'est pas le même en Chine qu'en Europe. Votre loyer peut être modifié sans préavis dans les 15 jours, plus 15%, plus 30%, des sommes que personne ne peut payer. Ne serait-ce parce que, par exemple, le propriétaire du lieu a décidé de faire abattre la tour pour mettre autre chose à la place. Alors, votre première question... C'était sur les retards technologiques. Où y a-t-il des retards technologiques? Là, je vous en ai cité un tout à l'heure, cette mine de Lingang. Là, j'ai pris cet exemple, c'est très récent, c'était dans le journal Le Monde il y a une quinzaine de jours, et il décrivait alors, si vous voulez, il y a des régions plus que d'autres, mais partout, on a un bouleversement. Quand je suis arrivé dans Pékin en 87, mettons en 88, 89 par là, on avait présenté une usine de moteurs de camions. C'était des moteurs ex-soviétiques recyclés chinois. Ils faisaient des gros moteurs qui étaient très puissants, très faciles à régler, mais qui polluaient énormément et qui consommaient énormément aussi. Bon, mais cette usine a disparu assez rapidement. Et on a fait d'autres camions, et cette fois-ci, ce n'était pas des copies de soviétiques ou d'allemands d'avant-guerre, c'était plutôt du coréen ou du japonais beaucoup plus récent. Et aujourd'hui, la Chine est tout à fait capable de faire sa propre recherche technologique et d'inventer des moteurs, des parties de technologiques beaucoup plus récentes et qui les mettent en avance sur nous. Mais vous avez plein d'usines rurales, par exemple. Ces usines, si elles essaient d'être technologiques ultra-modernes, ils vont faire faillite tout de suite. Pourquoi? Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'être payés, par exemple, par les temps qui courent, on les paiera 150 € par mois, par exemple. Au Tibet, par exemple. Au Tibet, vous pouvez avoir des usines qui gaspillent énormément et qui fonctionnent entièrement à l'électricité, vu que le Tibet est un énorme producteur d'électricité par tous ces fleuves et ces barrages qui sont là-haut sur la rivière Tingsha, qui est la partie supérieure du Yangtze, aussi par le vent et aussi par le solaire. Il y a tout là-haut. La ville de Lhasa est située à 3600 mètres d'altitude. Donc vous avez les rivières les plus fortes du monde là-haut, avec de l'eau très pure, mais surtout très puissante. Vous pouvez mettre de gros barrages. Aujourd'hui même, au Tibet, ils sont en train de construire un barrage qui fera l'équivalent, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, de la totalité du parc nucléaire français. C'est-à-dire sur un seul barrage, vous aurez 80 réacteurs nucléaires français sur un seul barrage. Vous voyez, ce ne sera pas nucléaire, ce sera par des turbines. Mais donc ils ont des moyens illimités pour la fourniture d'énergie. Ces paysans, ils n'ont pas besoin d'avoir des matériels ultra modernes. Ils peuvent acheter des machines à coudre géantes de seconde main qui ont 20 ans d'âge, 30 ans d'âge, qu'ils ont racheté aux Coréens, qu'ils ont racheté aux Japonais, ou même à Shanghai, même aux régions les plus riches de Chine. Et ça vous donne des usines
extrêmement simple, moins performante, mais vu l'électricité que vous ne payez pas, éventuellement les subventions de la province pour cause de... c'est de l'emploi. C'est de l'emploi, ça fait tourner le village. Et donc, vous avez partout en Chine des usines style textile, mais ça peut être aussi dans l'ameublement, ça peut être aussi dans l'engrais, ça peut être dans l'acierie, c'est l'exemple que je viens de vous donner, ça peut même être dans la construction immobilière. Nous connaissions à côté de Pékin un village qui construisait illégalement des résidences de vacances pour les Pékinois. Ça faisait des maisons de, je sais pas moi, 80 mètres carrés avec 200 mètres de jardinet autour, et au bord de la Grande Muraille, au bas de la Grande Muraille, donc c'est un endroit idéal pour se reposer le week-end, ça coûte pas grand-chose. C'était fait avec des technologies ridicules, des très mauvaises technologies. Et ces maisons fuyaient de tous les côtés, elles étaient dangereuses, elles étaient hors normes, tout ce que vous voulez, mais ça faisait le job, comme on dit. Les Pékinois, pas les plus fortunés, pouvaient quand même avoir une résidence. Donc, autrement dit, dans toute la Chine, vous avez, et dans tous les secteurs de l'économie chinoise, vous avez des entreprises qui sont hors normes, qui sont vieillottes, mais qui fonctionnent. Madame. Oui, je voulais vous demander C'est une excellente question, d'autant que on n'a pas immensément d'informations sur ce sujet. Au début, la route de la soie, au passage, si vous le souhaitez, la bande dessinée que j'ai publiée l'année dernière parle de ce sujet et d'autres. En gros, les routes de la soie, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont des routes qui vont relier la Chine au monde entier par voie de terre, par voie de mer ou par voie d'air. Elles sont, on dit, routes de la soie par référence à notre Moyen-Âge, à nous, où des caravanes traversaient les déserts depuis la Turquie, en fait, jusqu'à Pékin, sur des milliers de kilomètres, et allaient vendre des produits du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient. Donc la route de la soie a été conçue comme, si on parle de la route par voie de terre, tous les 300 km, on crée d'abord une route ou une ligne de chemin de fer, et tous les 300 km, on crée une zone industrielle. La Chine va mettre un petit peu d'usines dans cette zone industrielle, et elle compte sur les Occidentaux pour en mettre d'autres, et que ça développe toutes ces régions, mais surtout, il s'agit de faire venir des pays les plus pauvres par ces routes, les matières premières vers la Chine. Et ensuite, pour vendre à tous ces pays pauvres les produits transformés à partir de ces matières premières, ça veut dire faire ce que l'Europe et l'Amérique ont fait au XIXe siècle, avec la terre entière, avec les produits africains, avec les produits indiens, faire des cotonnades, faire des bassines en plastique, faire des transistors, faire des ordinateurs, faire des téléphones portables et tout ça, et les faire moins cher qu'ailleurs. C'est un outil d'approvisionnement de l'industrie chinoise et d'approvisionnement du monde en produits chinois. Alors, ça a beaucoup marché au début pour des raisons idéologiques, parce que le tiers-monde, l'Afrique surtout, est reconnaissante envers la Chine, qui depuis Mao se réclame d'une fraternité idéologique avec le tiers-monde, et il y a eu quand même quelques réalisations, des barrages, des routes, etc. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que ces barrages chinois qu'on a construits récemment dans le cadre des routes de la soie, la technologie était toujours plus ancienne que celle faite par la concurrence. La concurrence, c'est l'Italie, c'est la Corée du Sud, par exemple, ou à la rigueur le Japon ou l'Europe, ou la France, mais ces deux pays-là, en ce qui concerne les barrages, c'est clair.
Ça s'est passé comme ça. Donc les barrages chinois, par exemple, sont faits avec un béton qui peut casser ou se morceler plus facilement que celui des Coréens ou des Italiens qui mettent un adjuvant qui rend le tablier du barrage plus souple. De même, le design du barrage fait que la centrale, que la turbine sera plus performante, des choses comme ça. D'autre part, ce produit chinois n'est pas gratuit du tout. Il faut tout rembourser et payer les intérêts. Et l'intérêt n'est pas forcément formidable. Il est même plutôt mauvais. Donc, en fait, le seul avantage, mais qui est très appréciable, c'est que jusqu'à il y a 5 ans, la Chine dit je paye tout. Mais dès que c'est fini, vous commencez à payer. À un moment, il y a eu un gros problème avec une zone industrielle produite au Sri Lanka, dans la ville de Hambantota, dans le sud du pays. C'était en pleine forêt vierge et au bord de l'eau. Et on a construit un port industriel en eau profonde, c'était idéal, il y avait moins 15 mètres de tirant d'eau pour des gros bateaux. On a construit un aéroport international et tout. Résultat, il n'y avait aucun bateau qui ne venait se poser là parce qu'il n'y avait rien derrière. Il n'y avait pas de zone industrielle performante, même de zone industrielle tout court. Quant à l'aéroport, il y avait un avion par jour, même plus d'avions du tout. Et on a cité le cas qui est avéré de troupes d'éléphants sauvages qui sortaient de la jungle pour aller prendre leur bain de mer le matin en traversant la piste d'atterrissage. Le résultat est qu'il a fallu rééquilibrer la dette que le Sri Lanka était supposé payer et rembourser immédiatement. Hambantota avait été la ville du président de la République de l'époque, mais elle était loin de toutes les zones de peuplement naturel, quoi. Le peuplement naturel, c'est sur la façade ouest du Sri Lanka et Hambantota sur le sud. Donc il y avait 150 km d'autoroute, mais ça marchait pas, quoi. Résultat, la Chine a renégocié et ils ont dit bon, on va vous confisquer pour 1 siècle une bande de terre qu'on va récupérer sur la mer. Où ça? Dans Colombo, la capitale, en face de Colombo. On va créer une marina, on va créer une zone industrielle, etc. Et ça, c'est notre propriété inaliénable pour 99 ans. Alors du coup, les pays du monde ont commencé à réfléchir, à dire attention, c'est peut-être gratuit au départ, mais ensuite il faut que ça paye. Il y a d'autres exemples avec la Zambie, par exemple, la Tanzanie, il y a des problèmes, je ne vais pas vous en parler trop longtemps, mais alors très récemment, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une zone, on appelle ça Chine-Afrique, ou une réunion de tous les chefs d'État africains et de la Chine qui se sont retrouvés, et Xi Jinping a dit je remets combien, je sais pas, peut-être 100 milliards de dollars dans le pot pour alimenter les prochains projets, parce que entre-temps il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Donc l'argument de gratuité apparente au départ n'existait même plus, quoi. La Chine n'avait pas les moyens d'équiper, c'est du simple bon sens, en barrage géant la planète entière. Surtout si le projet a été réalisé très rapidement à partir d'une étude de faisabilité dangereuse et qui fait qu'en fait c'est pas remboursable à l'arrivée. Donc on ne sait pas où ils en sont maintenant. On n'entend rien. Je voudrais vous donner des nouvelles beaucoup plus positives et pro-chinoises pour dire mais si, ça a redémarré, ça marche très bien. Je ne le sais pas, on ne lit rien. Je sais qu'il y a des projets qui ont lieu, c'est pas abandonné, ce n'est pas en faillite, mais le nombre des projets a été fortement réduit et surtout on surveille beaucoup plus fortement aujourd'hui qu'hier la faisabilité et la rentabilité des projets soumis. Autrement dit, la Chine a fait à son époque ce que les Français ou les autres pays riches du monde ont fait 100 ans avant ou 50 ans plus tôt, avec des moyens différents, mais aucun pays au monde ne peut à lui seul assurer le développement du reste de la planète. Merci.
Est-ce que vous pouvez attendre d'avoir le micro pour poser votre question? Parce que donnez le micro, s'il vous plaît. Il faut que si on pose la question sans le micro, oui, nos interlocuteurs par visio ne l'entendent pas. Tout d'abord, merci pour votre exposé. J'ai 3 questions bien différentes. Est-ce que la puissance militaire de la Chine sera supérieure à celle des États-Unis d'ici une décennie, grosso modo? La deuxième question, faire rentrer la Chine dans l'OMC, est-ce que c'était une bonne façon de faire? Et ma troisième question, c'est la Chine dans les BRICS, et pas le BRICS. Enfin, cette importance vis-à-vis de l'Occident, quoi, ce qu'on peut considérer l'Occident. Voilà, 3 questions bien différentes. Merci. Merci beaucoup, y compris pour la concision et la brièveté de la formulation. Alors, peut-être je vais d'abord commencer par les BRICS. Je sais ce que c'est que les BRICS en théorie, je ne sais pas ce que c'est en pratique. Qu'est-ce qui réunit ces pays qui étaient 5 au départ, qui doivent être entre 10 et 15 maintenant? C'est un nombre considérable de pays. Ce qui pouvait les rassembler, c'est peut-être un petit bout de rêve idéologique. Au départ, c'est Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud et quel est le 5e? Le Brésil, oui. Alors parlons justement du Brésil. Mes amis brésiliens m'ont dit qu'ils se méfient énormément de la Chine et qu'ils ont cette communauté de destin idéologique est quand même assez diaphane, quoi. On n'a aucune illusion sur l'appétit de la Chine et l'appétit de la Russie aussi, de tout le monde. C'est même légitime d'avoir un appétit de développement par rapport au monde entier, mais en tout cas, on ne donnera pas à la Chine le bon Dieu sans confession. Et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? À quoi peuvent servir les BRICS? Je ne connais pas l'ombre d'un début de réalisation, sauf peut-être une banque chinoise de développement, mais elle est plutôt apparentée aux routes de la soie. Les routes de la soie, les Chinois appellent ça Idai Ilu, c'est-à-dire une ceinture, une route. Et à l'ambassade de France, où on a quand même un sens de la facétie, on appelait ça, c'est le projet, le plan ceinture et bretelles. Voilà. Autre question, est-ce que l'armée chinoise va battre les États-Unis? En tout cas, la Chine a comme plan, elle a dit je veux réussir ce plan de rattraper, elle ne dit pas dépasser, rattraper en capacité technologique militaire les États-Unis en 2049 pour le centenaire de la fondation de la République chinoise. Ça laisse quand même devoir venir. Aujourd'hui, la Chine est évidemment infiniment plus basse que les États-Unis en technologie, et ils le savent et ils le disent. Il n'y a pas de honte à cela. Ils s'améliorent tout le temps en technologie. Alors le point suivant, c'est que la Chine la dernière fois que la Chine s'est battue militairement, c'était au Vietnam, entre combien, 79 et 81, quelque chose comme ça. Janvier 79, et la Chine a pris une dérouillée au défilé de Lansong, le coup de poing sur le nez. Ils ne pouvaient pas se défendre contre les forces vietnamiennes qui avaient monté avec des canons en haut d'une montagne où il n'y avait pas de route du tout. Et c'était même les indigènes et les minorités ethniques vietnamiennes qui avaient donné à l'armée vietnamienne le chemin pour comment passer. Ils s'étaient installés là-haut avec les munitions et les canons. Ils ont bombardé pendant 3 jours, et la Chine a été humiliée. D'ailleurs, elle l'a jamais oublié, et elle aimerait bien un jour ou l'autre, un petit peu comme on voyait Trump qui arrive en Iran et il dit ça, je vous réserve un chien de ma chienne, c'est pour ce que vous m'avez fait il y a 40 ans quand vous avez pris mon ambassade. Là, c'est le genre de choses qui ne s'oublient pas.
Quelle était la troisième question, s'il vous plaît? OMC. Oui. L'OMC était une excellente idée, à mon avis, même si on ne pouvait pas espérer obtenir mieux, même si la Chine a obtenu un plan comme elle le souhaitait, qui lui donnait beaucoup de droits et peu de devoirs, mais elle a respecté tous les engagements qu'on lui a imposés. Et d'autre part, la Chine est devenue, mais était une puissance. En 89, après le massacre de Tiananmen, j'avais un petit peu la crève après avoir travaillé comme un fou 20 heures par jour pendant 6 semaines, et je vais à l'hôpital où il y avait plus de sang du tout, d'ailleurs plus de sang pour soigner les gens, et un jeune médecin me reçoit, il me donne une aspirine et il me dit, bon, mais on bavarde, et il me dit, voyez, vous, Européens, vous êtes habillés comme vous l'êtes, vous avez dans votre poche cet appareil photo-là, vous avez ce stylo-là, et puis ces lunettes comme ça, et nous, on est 10 étages en dessous. Et il me dit, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on a de moins que vous? Et je lui avais répondu, mais vous n'avez rien de moins que nous. C'est juste un plan de transfert de technologie et tout, mais vous y arriverez. Et j'avais toute confiance en eux. Si on ne leur donne pas le même accès qu'au reste du monde, ça veut dire que la Chine n'a droit à rien parce qu'elle est la Chine. C'est du racisme. Et à ce moment-là, ils en tirent les conséquences, toutes les conséquences. Ça veut dire la guerre. Et moi, je ne veux pas faire la guerre avec la Chine, d'autant que ce sont, quels que soient les emmerdements qui nous en procurent, mais ce sont malgré tout nos frères humains. Et nous avons un avenir en commun à faire, c'est évident. Ils ont du génie aussi. Ils méritent leur richesse, ils ne l'ont pas volée. Donc peut-être que ça a été très confortable pour eux, ce qui s'est produit, mais peut-être qu'il y a des choses à changer. La Chine a toujours l'habitude de prendre ses droits et de négocier ses devoirs, mais après tout, n'avons-nous pas fait la même chose autrefois? Madame de Vienne, d'abord. Oui, j'aurais une première question à vous poser, qui est sur l'équilibre au niveau de l'approvisionnement en ressources alimentaires, au regard de l'importance des investissements chinois hors du territoire pour sécuriser leur approvisionnement. Non seulement en Europe, la Pologne a été un des premiers pays où ils sont allés, mais également, on le voit aussi en France, dans le reste, dans le sud-est asiatique, on peut penser au Cambodge, mais il y a d'autres endroits, ils sont également présents, et puis aussi au niveau latino-américain et au niveau africain. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une dépendance croissante vis-à-vis de ces fournitures alimentaires externes, et dans quelle proportion par rapport à ce qui est produit en interne? C'est ma première question, parce que c'est un élément absolument très stratégique dont on ne parle jamais. Vous nous avez montré tout à l'heure les robots, vous ne nous avez pas montré le bol et les baguettes. Bon, deuxième, c'est pas une critique, hein, parce que c'était fort intéressant. Ma deuxième remarque est plus personnelle. J'ai eu le plaisir de traîner à Datong et de voir les grottes. Pour moi, c'était la ville, en dehors de la splendeur de ses actifs historiques, était une représentation moderne de l'enfer de Dante, inondée de charbon, on y respirait très mal, avec une misère latente, engluée dans la suie. Est-ce que, et quand on parlait du sous-développement, on avait une illustration de tout ce que vous avez vu à Datong, est-ce que vous avez des éléments sur ce qu'il en est aujourd'hui? Écoutez, d'abord, une chose qui me frappe et qui me ravit à la fois, c'est la technicité extraordinaire de vos questions, et ce sont des questions des gens qui sont informés et qui réfléchissent. Bravo. Le nombre de conférences que j'ai fait autour de moi, ça n'arrive à peu près pas de me trouver avec une salle aussi pointue et affûtée que la vôtre. Bon, sécurité alimentaire. En gros, moi je dirais que la Chine a son autonomie alimentaire. Elle a fait un immense travail, et un travail héroïque et gagnant pour
améliorer la productivité de ces campagnes, pour réviser la taille des exploitations, se donner un plan directeur pour se doter d'un certain nombre d'universités technologiques agronomiques. J'aurais beaucoup de mal à vous rentrer dans tous les détails parce que c'est une conférence que je n'ai pas préparée, c'en est une autre, mais il y a un immense expert du riz chinois qui a inventé plusieurs formes de riz, soit sur des cultivars à partir de méthodes traditionnelles, d'insémination traditionnelle ou par OGM. Il y a eu beaucoup de travail, par exemple, la Chine a racheté le numéro 3 mondial de l'ingénierie agronomique, Syngenta, helvétique. Il l'avait payé à l'époque 41 milliards de dollars. Les deux premiers, c'est Bayer et Monsanto, quoi. Et ils ont fait ça après, pendant 20 ans, avoir essayé de produire leur propre filière OGM. Et ils se sont rendus compte que, alors, ils distribuaient, et ils faisaient distribuer, les étrangers jouaient le jeu, les Européens, les Français jouaient le jeu. On envoyait aux Chinois nos propres, pas semences, mais des plantes OGM, inventé en France. On leur disait que c'était sur base uniquement scientifique pour la recherche, et on retrouvait plus tard sur des marchés, alors même que ces produits étaient interdits à la vente, même sur base légale en Chine. Il y a eu beaucoup de n'importe quoi en Chine, et du coup, après 20 ans d'essais pour créer une filiale OGM chinoise, ils ont fini par racheter Syngenta pour bypass, pour contourner le problème. Mais en gros, la Chine mérite toute notre admiration et nos applaudissements pour ce qu'elle a fait. Par exemple, la ferme moyenne en Chine, pas la ferme existante, mais la ferme visée par la Chine, c'est 5 hectares par famille. C'est le modèle familial, 5 hectares, c'est-à-dire, c'est pas mal, parce que vous avez souvent des fermes ridiculement petites de 2 ou 3 mous. Un mou, c'est 1/7 d'hectare, donc on peut rien faire avec ça. Chaque fois que vous voyez vous voyez des centaines ou des dizaines de milliers de porcelets jetés au Yangtze, c'est arrivé il y a quelques années, parce qu'ils étaient malades, et plutôt que de les détruire, ça coûte moins cher de les jeter à l'eau. Ce qui devrait être interdit et surveillé, mais la Chine n'arrive pas à surveiller ça. Bon, elle se trouve avec des problèmes effrayants, incroyables. Par exemple, admettons qu'on a 180 millions de mini-fermes, de petites fermes, toutes petites, et ces 180 millions vivent en parfaite promiscuité l'une à côté de l'autre. Si un élevage qui a 3 cochons tombe malade, vous avez 1000 élevages autour qui vont y passer aussi. De même, les inondations ne s'arrêtent pas à une ferme, mais à ils ont de plus en plus d'inondations, ils ont de plus en plus de sécheresses, ils ont de plus en plus d'incendies, etc. Donc, la Chine, cette Chine-là, a réussi en gros à se nourrir, y compris en blé, bien sûr, en riz, en maïs. Le maïs sert surtout à nourrir l'élevage. La Chine a de gros problèmes d'huile végétale. Les sols chinois sont plutôt acides et ne sont pas favorables au colza ou au soja. C'est pour ça qu'ils importent énormément par dizaines de millions de tonnes au Brésil, à l'Inde, à l'Argentine, aux États-Unis aussi, mais pour le moment plutôt moins, parce que c'est une arme contre les États-Unis, puisqu'on est en train de se battre économiquement et qu'on se jette des taxes de 100% de droits d'importation sur la tête. Alors à ce moment-là, la Chine va prendre tout ce qu'elle a en main pour embêter les États-Unis. Par exemple, restrictions sur les terres rares, restrictions sur les achats de produits américains. En gros,
ne sais pas s'il est nécessaire d'envisager le problème agricole de la Chine sous la thématique de l'autosuffisance. Parce que la Chine est capable d'être autosuffisante. C'est ce que Mao Tse-tung a voulu faire. Et ils ont fait des efforts considérables. Ils ont énormément amélioré leur productivité. Ils ne s'arrivent pas très loin de la productivité française ou américaine sur le blé, le maïs, le riz, ces choses-là, alors qu'ils partaient de rien du tout, presque de la roue carrée et du bœuf à bosse, c'est tout. Maintenant, vous avez partout on appelle ça TNO, c'est-à-dire des bœufs de fer, des mini motoculteurs articulés, et c'est une manière réaliste de fonctionner. En gros, si la paix existe entre la Chine et l'Europe ou l'Amérique, la Chine sera parfaitement capable même de produire des asperges pour nous si on en a besoin, des fraises, pourrait envisager, et des produits transformés aussi. Il pourrait faire des produits transformés goût européen demain. Il y a de quoi nous faire du souci pour nous-mêmes par rapport à la situation actuelle. Quelle était votre deuxième question? Elle portait sur Datong, oui. et qu'il est en tant que lieu à la fois pauvre, hyper pollué et apparemment archaïque au regard de la part du charbon dans l'économie de Datong. Et quand est-ce que vous y étiez? J'y étais il y a une quinzaine d'années. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur le Datong d'aujourd'hui. Je ne suis pas retourné plus tard que cela. Mais par contre, quand je l'ai vu, j'ai eu aussi le souvenir d'une maison entièrement. Alors le premier étage était en pierre ou en béton, et le rez-de-chaussée, pardon, et l'étage était en bois. En bois autrefois peint, mais complètement délavé, c'était moche. Je suis retourné dans d'autres villes du même style que Datong, comme Kunming par exemple, qui est la capitale du Yunnan et peut-être la capitale mondiale des fleurs. C'est pareil, on a détruit, saccagé sans le moindre état d'âme un centre historique. Je me souviens de Datong, d'avoir vu plusieurs boutiques qui se présentaient il y a 15 ans comme des boutiques de haute couture. Et parce qu'il y avait dedans, dans les vitrines complètement has-been, c'était ravissant et c'était ultra moderne. Et c'était très étonnant. C'était un voyage de journaliste que j'avais fait avec les collègues journalistes, et on se rendait entre autres pour aller ensuite à une station de lancement spatial. Il y avait encore une dizaine d'heures de train à faire pour arriver dans cette station secrète au cœur des montagnes. Mais on avait pu passer quelques heures dans Datong, et je me souviendrai toute ma vie de cette boutique qui faisait à partir de rien, mais ils avaient des bons couturiers, des bons patrons, et ils avaient copié sur internet, je sais pas quoi, des choses de Milan, de Paris, et puis c'était joli et c'était moderne. Datong a été entre-temps, ni vous ni moi ne la reconnaîtrions, c'est entièrement des gratte-ciel, c'est entièrement du béton, vous avez du verre partout, de l'aluminium partout, du néon partout, mais de toute manière je suppose qu'au niveau de la pollution, ça s'est immensément amélioré, simplement parce que maintenant on est qu'en voiture électrique ou en vélo électrique, moto électrique, on les entend pas et ça fait pas de poussière. Dans Pékin c'est pareil, dans Shanghai c'est pareil, donc ça serait tout à fait différent. Reste la question, puis pour votre question particulière, celle du charbon. Effectivement, on est au cœur du bassin du charbonnier d'un des bassins charbonniers de la Chine. Je pense pas que ça ait pu améliorer tant que ça, parce que qu'est-ce qu'il ferait d'autre dans Datong? Je sais pas, peut-être des industries intermédiaires. Je n'y suis pas retourné depuis à peu près temps, donc je vais pas. Le savetier ne va pas plus loin que le talon. Yves Marek. Micro. Oui, merci.
Oui, merci beaucoup de votre exposé. Je suis très proche de deux artistes contemporains chinois qui sont les Gao Brothers, qui sont célèbres dans le monde entier. L'un des deux est en prison depuis 550 jours pour avoir fait, je crois, il y a 20 ans, une sculpture de Mao affublé de seins. Et son fils de 7 ans est interdit de rejoindre son école à New York, sa femme est interdite de sortir du territoire, il y a une mobilisation internationale. Donc ma question c'est, comment un pays aussi intelligent dans sa planification, aussi ouvert sur le monde, aussi attentif, peut faire quelque chose d'aussi stupide et inutile et de ne pas comprendre que ce n'a aucun sens d'emprisonner un artiste? Stupide, inutile, moi je dirais c'est très désagréable. C'est insupportable, c'est inadmissible. Cela dit, stupide, c'est un jugement moral, ça. Et inutile, je ne suis pas sûr que ce soit inutile. Le chinois dit Sha Ti Ke Ho Kan, tuer le poulet pour faire peur aux singes. Vous voyez, les gens, ils ont peur. Et ils sont des singes. Ils ne parlent plus. Ils ne se comportent pas en humains d'un point de vue français par rapport à ça. Ils ont peur. Et ils ont bien raison. Et du coup, le système fonctionne comme ça. Mais je vous rejoins sur l'aspect quand même de stupidité parce qu'à long terme, ça peut pas marcher jusqu'à la fin des temps comme ça. Et il y a un écrivain australien qui a écrit un livre selon une phrase de Lu Xun, qui est le Marcel Proust chinois, et qui avait dit « Tant qu'il y aura des pierres, les germes du feu ne sauront point manquer. » Vous prenez 2 silex, bing, vous faites des étincelles. Personne ne vous empêchera de le faire, même s'il y a de l'intelligence artificielle, même si vous êtes surveillé, personne ne vous empêchera de le faire. Donc, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que cet homme a été arrêté alors que c'est un dessinateur, c'est un peintre. Normalement, vous avez beaucoup plus de liberté que les écrivains. Les écrivains sont beaucoup plus punis que ça. Je pense que c'est dû à s'être attaqué au chef de l'État, en lui mettant des seins. Mais, par exemple, vous avez le plus grand écrivain chinois qui a eu le prix Nobel de littérature, qui avait fait un bouquin dans lequel il décrivait deux femmes au bord de la route, au visage peint en blanc. Excusez-moi, le nom de cet auteur, non, c'est pas Gao Xingtian, c'est l'autre. Gao Xingtian est un dissident vivant à l'étranger et qui a eu le prix Nobel de littérature. Mais il y en a un autre qui... Moyenne, voilà. Merci, c'est Moyenne. Eh ben, il a écrit un livre dans lequel il décrit deux femmes au visage peint en blanc au bord de la route qui, elles, les camionneurs. Et tout le monde sait ce que ça veut dire en Chine. Ce sont des prostituées. Pourquoi peintes en blanc? Pourquoi fardées de blanc? Parce que la blancheur, la pâleur du visage en Chine équivaut à la richesse et donc à la prospérité et donc au bonheur qu'on aura dans les bras de ces filles-là. Eh bien, ces deux filles, on savait au fil du livre, c'était écrit d'une manière très subtile, sans dire les noms, mais on savait que c'était les filles de Deng Xiaoping. Et Moyenne a eu son prix et il est en très bonne relation avec l'État. Il n'a jamais osé refaire un bouquin comme ça par la suite d'ailleurs, mais je pense que sous Xi Jinping, les choses se sont empirées immensément. Je conclurai en disant que je sais moi-même de quoi je parle en disant ce que ça coûte de s'en prendre au chef de l'État. J'ai écrit ce bouquin que je vois derrière au fond de la salle, Xi Jinping, l'empereur du silence, qui décrit la vie du président Xi Jinping de sa naissance jusqu'à l'an 2022. Et après ça, j'ai reçu une centaine de trolls
extrêmement malveillants et qui me conseillaient ardemment de ne pas remettre les pieds en Chine. Monsieur, vous voulez poser une question? Ici. Ensuite, je passerai la parole au secrétaire perpétuel et je crois que nous aurons fini la séance des questions. Merci pour ce brillant exposé, cette brillante présentation. Je voudrais revenir sur votre prédiction, entre guillemets, concernant l'attitude belliqueuse de la Chine, ou potentiellement belliqueuse, enfin elle est déjà d'ailleurs, sur Taïwan. Et les risques de guerre. Vous avez dit avec un peu d'émotion et d'emphase que vous espériez qu'on ne serait jamais en guerre contre la Chine. Moi aussi, j'imagine tout le monde, bien sûr. Pour autant, je ne suis pas sûr spontanément, mais je n'ai pas forcément d'éléments plus probants, de partager votre relatif optimisme. 2049 est manifestement une date fétiche pour nos amis chinois. Et on voit bien que à la fois la montée en puissance, notamment de leur marine, ou leurs moyens militaires de manière générale, mais leur marine, leur préparation, même très précise, technique, tactique, d'un débarquement potentiel, ces intrusions permanentes quasiment qu'ils font maintenant, amènent, enfin moi m'amène en tout cas, je ne crois pas être le seul, à me poser la question de savoir en gros à quel moment ça va basculer. Et encore une fois, ce rapprochement avec cette date fétiche pour eux de 2049 m'interroge. Oui. Non, en fait, leur date fétiche, c'est 2027. C'est l'année de la fondation de l'Armée populaire de libération, le 1er août. D'où le nom en chinois, le symbole de l'Armée populaire de libération. Ce sont les deux chiffres de Pai. Ça veut dire 8e mois, août, 1er. Pai. Voilà. Mais, comment vous dire, d'abord, cette évaluation que je fais en parlant de Taïwan n'est pas tout à fait la mienne. Je l'ai faite mienne, mais il se trouve que depuis un an, je travaille avec un groupe de chercheurs, d'anciens de l'armée française et de la défense et de l'administration française, regroupant un fonctionnaire préfectoral, un ancien pilote de chasse et le secrétaire régional de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Et ensemble, nous sommes sur le point de sortir une étude pour dire ce que je viens de vous dire par rapport à Taïwan. Donc, ce n'est pas que mon avis, mais c'est un avis collectif. Simplement, il ne faut pas oublier que le fait de prendre Taïwan sans tirer une balle est jouable pour les États-Unis. À partir du moment où Taïwan se défend et où il y a des missiles de tirer, où une guerre est engagée, ça deviendra très difficile. L'Union européenne elle-même est complètement divisée et elle a autant envie de défendre Taïwan que de se pendre. Mais à part ça, on sait ce que c'est que Taïwan, on sait que c'est eux qui produisent nos chips et les produisent nos circuits intégrés, nos puces intelligentes. Il n'y a pas de produit de rechange, il n'y a pas de plan B. On devra les défendre quelque part, sauf si la Chine ne met pas un pied dans un premier temps sur Taïwan, mais l'étrangle économiquement. C'est beaucoup plus plausible. Si l'Union européenne décide, par exemple, de fermer à 100% son marché à la Chine, c'est une théorie tout à fait extrême et je ne suis pas sûr qu'elle soit réalisable, mais elle est envisageable. À ce moment-là, la Chine perdrait, je pense que la Chine perdrait immédiatement, par exemple, 50 millions d'emplois. Est-ce que la Chine peut encore fonctionner avec 50 millions d'emplois en moins? Je ne sais pas. Les États-Unis, eux, ils devraient aller plus loin que ça, probablement. Donc, je ne veux pas m'amuser à faire de la prospective militaire. Ce que je sais, c'est que la théorie de l'encerclement et de l'étouffement est plausible, elle est envisageable et c'est pour la Chine la plus rentable. Monsieur Bousquet?
ami en Chine, lorsque je vais les voir, ils me posent deux questions toujours. Ils trouvent d'abord que la baisse démographique, pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Ils disent on trouvera plus d'appartements, on trouvera plus de choses, donc ils ne sont pas du tout... Plus d'appartements, il y en a déjà 90 millions en trop. Je sais. Et deuxième chose, leur souci, c'est gérer les personnes âgées. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire des personnes âgées? Et puis aussi éduquer les enfants qui ont l'habitude de se rouler par terre assez facilement. Je n'ai pas compris la dernière partie de la phrase. Les enfants qui se roulent par terre. L'éducation des enfants, ils ont beaucoup de mal avec leurs enfants. Ils se roulent par terre pour un oui, pour un non. Ah oui, oui, oui. Vous faites allusion au camping. Lorsqu'on est chez eux, les questions qu'ils posent, comment vous faites-vous? Comment vous allez faire avec votre vieux? Comment faites-vous? Comment allons-nous faire, nous? Oui. Écoutez, de toute manière, peut-être que tous les pays du monde ont un immense problème avec leur jeunesse, mais le reste du monde hors Chine, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est l'attitude de la jeunesse chinoise face à ce monde. Ce dont eux sont privés par rapport à la jeunesse française, c'est flagrant, c'est de liberté d'opinion et de liberté même d'information, puisque j'ai commencé ma conférence en disant que les jeunes Chinois n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé au massacre de Tiananmen. Il y a des cadavres dans le placard, c'est malsain. Il faudra que ça sorte un jour. Comment dire, la jeunesse chinoise a besoin d'un avenir. Tout le monde a besoin de boulot pour... ça sert à rien d'avoir un revenu minimum d'insertion, c'est pour se tourner les pouces. On ne se forme pas, là je parle en général, mais en plus cette jeunesse chinoise, pour eux, ils se disent tout simplement, mes parents, mes grands-parents, tout le monde a payé comme des fous pour me former. On s'est saigné aux 4 veines pour que moi, l'espoir de la famille, j'ai un diplôme. Et maintenant, j'arrive avec ce diplôme et je peux rien en faire. Je peux vous dire qu'il y a 5 ou 6 ans de cela, autour de Pékin, on avait mis des barbelés partout, autour de tous les villages autour de Pékin. Et chacun de ces villages, passé 8 heures du soir, on ne passait plus. Il y avait une guérite pour rentrer, il y avait des miradors, et les villages se protégeaient contre qui? Contre la jeunesse universitaire. Parce que cette jeunesse de la Chine entière est arrivée à Pékin en disant à la famille, voyez, je vais avoir un diplôme, une maîtrise de ci, une licence de ça, et ensuite, je vais être riche et heureux et je vais vous rendre ce que vous m'avez donné. Et à la place de ça, ils étaient obligés d'habiter ces villages autour de Pékin. Ils n'avaient pas le droit d'habiter ailleurs. Et ils volaient les vélos et ils chapardaient les poules pour survivre. Et le jour, ils rentraient dans la ville et ils vendaient des lacets tout en cherchant du boulot. C'était comme ça la jeunesse universitaire chinoise. Vous dites, ils se roulent et se trépeignent par terre comme des sales gosses. C'est des jeunes à qui on n'a pas tenu la parole, quoi. On n'a pas tenu la promesse. Ils n'ont pas d'avenir. Ils se disent, on m'a roulé. Où est mon avenir avec tout ça? C'est de ça qu'on parle quand on parle des camping. Donc il va falloir trouver une solution plus plausible que celle-là. Monsieur le Perpétuel. Je voulais d'abord remercier notre confrère Meyer pour la qualité de son exposé et d'avoir bien mis en évidence, au fond, les immenses contradictions de la Chine. Je voudrais revenir avec vous peut-être sur 2 aspects. Le premier, vous l'avez laissé entrevoir, et c'est de plus en plus clair. En fait, le pouvoir chinois actuel, dans sa gestion économique du pays, a beaucoup de peine à se positionner de manière claire par rapport à ce que c'est le capitalisme privé. Voilà. C'est vrai qu'avec Xi Jinping, on a vu se resserrer l'emprise des holdings d'État, et en particulier de la SACIC, sur les entreprises chinoises. En même temps,
on est en pleine contradiction parce qu'une grande partie de la performance extérieure de la Chine, une grande partie de ses performances technologiques viennent du secteur privé. Et en même temps, ce secteur privé, lorsqu'il prend trop son essor, on le brise. C'était le cas d'Alibaba. Quand Alibaba a voulu, Jack Ma a voulu ouvrir son capital à Hong Kong au capitalisme mondial pour devenir un groupe mondial, la Banque centrale de Chine a organisé une opération pour empêcher que cette levée de fonds puisse se réaliser. Donc il y a réellement un problème d'attitude vis-à-vis du capitalisme privé, et ce problème est allé en s'accentuant. Un autre volet de cette difficulté de gérer le rapport avec le capitalisme privé, c'est la question de l'environnement. Pour avoir étudié un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la métallurgie, notamment l'industrie de l'aluminium, il est clair qu'on laisse se développer un capitalisme privé en tolérant des normes environnementales officiellement inacceptables. Pourquoi? Parce que ce sont ces entreprises-là qui vendront l'aluminium à l'étranger. Mais en même temps, on fait régulièrement des exemples. On monte un procès en corruption, par exemple, de ces entrepreneurs privés, et on leur casse les reins quand ils sont trop forts. Voilà. Donc la première remarque, c'était cette contradiction qu'il y a dans le modèle de développement économique chinois, dans son rapport avec le capitalisme privé. La deuxième remarque, elle tourne aussi autour de la question des contradictions quand on les regarde du point de vue de l'économie. Si on replace ce que vous avez très bien décrit de manière statique dans la dynamique économique, on saisit mieux comment ces contradictions s'ajustent les unes aux autres. C'est-à-dire que la dynamique du développement économique, c'est la réallocation de facteurs de production, de secteurs moins productifs vers des secteurs plus productifs, d'espaces plus productifs vers des espaces moins productifs. C'est le déplacement des emplois en direction de l'Ouest, parce qu'il y a une marche du progrès vers l'Ouest qui explique assez largement ce que vous avez signalé concernant Datong, et que j'ai observé à Pékin pendant plusieurs années, c'est-à-dire que les usines polluantes, on les déplaçait de 100 km de manière à ce que la ville, là où sont les... Ou 500. Oui, ou 500. Ou 500. Vers le sud. Et même 1000. Oui. Même 1000. Oui. Voilà. Donc je pense pour comprendre pourquoi la Chine en est arrivée à ce degré de performance, mais en même temps en conservant toutes ces faiblesses que vous avez bien signalées, qui sont réelles, je pense qu'il faut replacer ça dans une dynamique qui est pas loin de ressembler à ce que nous avons connu au moment des révolutions industrielles, puisque ces inégalités, ces injustices, on les a trouvées dans le capitalisme américain ou en Allemagne au XIXe siècle. On est bien dans cette perspective. Une troisième remarque que je voudrais faire, c'est que du point de vue historique, il n'y a pas de pays dans lequel le progrès économique et le progrès technologique se soient faits de manière linéaire. Et la Chine, c'est au fond une sorte de caisse de résonance de très grande dimension de ce qu'a été le process d'industrialisation des différents pays. Tous les pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France, ont pratiqué l'espionnage industriel. L'espionnage industriel, c'est une donnée forte. Il n'y a pas si longtemps encore, on dénonçait le Japon ou la Corée pour cette pratique. Mais en même temps, la Chine, par son investissement recherche-développement, qui
au fond, la Chine, du point de vue du recherche-développement, c'est l'équivalent de toute l'Europe entière, hein, du point de vue de ce que ça peut représenter. Eh bien, le niveau de recherche-développement de la Chine lui a permis de suivre une trajectoire que précédemment ont connu le Japon et ensuite les quatre dragons, c'est-à-dire de passer d'activités de main-d'œuvre à faible productivité à des activités de base compétitives et puis enfin à des industries de pointe. On retrouve un modèle qui est généralement celui des pays d'Extrême-Orient. Ça va jusqu'à la rapidité du vieillissement, puisque le Japon a connu antérieurement la même évolution que la Chine est en train de connaître tout de suite, et qu'entre les deux, la Corée, Taïwan ont connu. On a donc, je pense, pour mieux comprendre cette contradiction évidente qui caractérise le modèle de développement chinois, bien, il faut, je pense, prendre en compte la question de la dynamique économique et du progrès technique. Tout à fait. Et d'ailleurs, une raison profonde de l'apparition des usines noires, des dark factories, c'est le fait que la Chine est en train de devenir vieille avant d'être devenue riche. On risque de pas plus avoir le personnel nécessaire pour s'occuper de soi-même et pour s'enrichir et remplir les caisses de la sécurité sociale, les caisses de retraite, etc. Donc, la Chine espère le faire par ces usines noires, des usines sans personnel, tandis que la Chine, pendant ce temps-là, elle sera dans des EHPAD qu'elle est en train de créer, quoi, par elle-même. Cela dit, je voulais ne pas oublier de dire à Monsieur le secrétaire perpétuel et à Monsieur le Président et à vous tous mon immense sentiment de gratitude pour m'avoir reçu ici, m'avoir donné la chance de parler devant vous. Il se trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis candidat pour pour être élu, membre de cette académie, vous rejoindre comme collègue. Je ne veux pas le faire pour ma gloire personnelle, mais je voudrais le faire pour un travail assez précis, comme par exemple essayer d'organiser un voyage en Chine qui puisse montrer à certains des membres le nec plus ultra des réalisations technologiques ou industrielles de la Chine, aussi pour créer un lien permanent avec une académie chinoise comme l'Académie des sciences sociales, ce que nous avons déjà essayé de faire avec le président et le secrétaire perpétuel d'il y a 7 ans, d'il y a 8 ans, avec M. Pierre Génie. Et donc à l'époque, c'était pas possible parce que la Chine politiquement ne voulait pas s'engager trop avec les Occidentaux. Maintenant, la Chine voit les États-Unis qui deviennent un vrai danger pour elle et elle cherche un allié auprès de l'Europe. Peut-être que les temps sont plus mûrs pour que notre académie, l'ASOM, fasse un lien permanent avec soit l'Académie des sciences sociales, soit la CICIR, qui est une autre académie chinoise dépendante du ministère de l'Intérieur. Et j'espère votre vote le jour venu pour essayer d'aller dans ce sens. Je vous remercie tous. Chers confrères, il me revient de vous remercier au nom de tous. Je veux aussi remercier la salle pour la participation très vivace à cet exposé. Et je vous remercie infiniment.